Et là, j'ai envie de m'effondrer, j'en peux plus, j'ai envie presque de pleurer. Et là, j'arrive, il y a une genre de porte en grillage. Et là, mais des centaines de personnes. Mais c'est complètement dingue. Ils crient tous mon prénom. Mais moi, je suis là, je les remercie d'être là. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo du podcast de l'interview d'Emma, une ultra-traileuse. Comme vous allez le voir avec Emma, on a abordé beaucoup de sujets. On va parler de sa carrière de militaire, on va également parler d'ultra-trail, de la présence des femmes dans l'ultra-trail et surtout, le cœur de cet épisode, c'est le Trail du Bourbon et l'ensemble des courses qu'elle a effectuées sur le Grand Raid de la Réunion. Et pour finir, nous parlerons de quelque chose qui pourrait vous intéresser, les techniques d'optimisation du potentiel. Bien que cette vidéo fait 40 minutes, ce ne sont que des morceaux choisis de l'interview intégrale d'Emma que vous retrouverez bien sûr en écoute audio sur les applications Apple Podcasts et Spotify. La durée intégrale de l'interview d'Emma fait environ 1h45. C'est pour ça que je vous invite à l'écouter pendant une sortie longue. Et en attendant de vous retrouver en fin de vidéo, je vous laisse avec cet épisode, le Trail de Bourbon, la Réunion en plein cœur. Très heureux de recevoir une ultra-traileuse, Emma Smets. Salut Emma. Hello Seb, merci de ton invitation. Bah écoute, merci à toi. Et pour commencer, alors je veux dire qu'on va parler de beaucoup de choses. On va essayer de se cadrer. On a pas mal de choses à se dire, mais on va parler essentiellement du Bourbon. Alors pour les auditeurs, on est bien d'accord. On va pas parler de whisky, hein, bien sûr. Mais quoique, j'ai envie de te dire, comme disait Alfred de Musset, peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Et sans rentrer dans les détails, Emma, quand tu arrives au stade de la Redoute, ton sentiment, tu es plutôt ivre de fatigue ou ivre de bonheur ? Alors, je suis ivre de bonheur de passer cette ligne d'arrivée, d'avoir réussi mon objectif parce que j'avais un objectif sur cette course, contrairement à mon grand raid où l'objectif était de finir. Là, j'avais un objectif de chrono, étant donné que ce n'était pas ma première Bourbon. Mais quand je passe cette ligne d'arrivée, j'ai d'énormes émotions parce que c'est la première fois que je me sens autant dans le mal en franchissant une ligne d'arrivée. Emma, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Emma, j'ai fraîchement 40 ans depuis quelques petites semaines. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, Kylian qui a 17 ans et ma Victoria qui a 10 ans. Je suis militaire dans l'armée de l'air française depuis 18 ans. Je suis également coach sportif et préparateur mental au sein des armées, donc moniteur top, technique d'optimisation du potentiel. Je suis coureuse, anciennement parachutiste et aussi ultra-traileuse depuis 6-7 ans maintenant. D'accord. Et quelque chose d'important, j'habite pas en France, j'habite quelques mois dans l'année dans le sud-ouest, mais la majeure partie de l'année, je suis actuellement aux Émirats Arabes Unis, à Abu Dhabi. Quand on habite à Abu Dhabi, on fait comment pour s'entraîner à un ultra-trail ? Parce que c'est quand même particulier. Depuis qu'on habite aux Émirats Arabes Unis, à Abu Dhabi, on est très loin des montagnes, très loin. Tout est relatif, hein. On est à 2h15, mais faire quasiment 5 heures de route pour aller courir 2 heures, c'est un peu compliqué. Et puis, vu qu'il fait quand même très chaud une grande partie de l'année, faut partir très très tôt le matin, genre 2h30, 3h du matin en voiture, pour commencer à s'entraîner vers 5h, mais il fait nuit, donc faut être à la frontale. Les chemins sont pas du tout tracés, donc voilà, il faut avoir une montre, être bien équipé, ne pas partir seul. Pour répondre à ta question, la plupart du temps, soit dans le désert, parce que j'ai une montagne dans le désert, c'est plat, il y a pas de cailloux, mais voilà. Ou alors je m'entraîne soit au bord de la route, c'est pas très sexy, hein, soit dans une salle indoor avec un run track de 200 mètres. Pas sexy non plus. Justement, tu parlais donc de ta carrière de militaire. C'est que l'entraînement militaire, c'est quand même très particulier. Est-ce que toi, le fait que tu sois militaire, les entraînements physiques t'ont permis d'avoir peut-être des avantages dans la course à pied ? Alors, c'est une très bonne question. C'est ce qu'on me dit souvent. Alors,
Je suis dans l'armée de l'air française, je ne suis pas dans les forces. On nous demande de maintenir des conditions physiques à l'année. J'ai toujours pratiqué du sport, sans pratiquer du sport non plus à outrance mes premières années de militaire. Et puis j'ai eu la chance de découvrir le sport en fait de parachutiste sportif. Et c'est vrai que c'est cette passion-là qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, en fait, du dépassement de soi. Parce que c'est vrai que quand on se jette d'un avion en marche, bon, Marie est pilote, pour lui, c'est complètement surréaliste. Il me dit, on peut pas se jeter d'un avion qui marche, mais si, si. C'est vrai que ça fait vraiment travailler le mental et aussi travailler le physique. De se jeter d'un avion des centaines de fois et se rendre compte que, on a besoin d'avoir des conditions physiques importante, c'est voilà d'être tonique, de faire du renforcement musculaire, de faire du gainage, c'est quelque chose d'hyper important. Et en fait, j'ai eu un incident, j'ai eu un incident très grave en para, mais j'appelle ça un incident, pas un accident, parce que je n'ai pas été blessée. Donc voilà, ça c'est un petit secret parce que sur les réseaux j'en ai jamais parlé, mais voilà, j'ai eu un incident assez grave. Mon parachute principal ne s'est pas ouvert et je n'ai pas réussi à ouvrir mon secours non plus. C'est un système de sécurité qui s'est ouvert. Bref, et donc du coup à l'époque ça a commencé à mettre un terme à ma pseudo-carrière de parachutiste. Et c'est à ce moment-là que je me suis lancée, en fait, dans la course à pied et le trail. Je pense foncièrement que c'est mon métier de militaire qui fait que que je suis quelqu'un de rigoureuse et de disciplinée. Est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu des femmes, la présence des femmes dans l'ultra trail? J'ai quand même l'impression, je pense que je ne suis pas le seul à le partager, c'est que l'ultra trail, c'est presque un sport fait pour les femmes parce que j'ai l'impression qu'elles endurent plus que les mecs. Alors je pense que je vais me faire pas des copains, hein, mais elles endurent plus que les mecs. Elles ont un truc en plus que les mecs n'ont pas. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je pense que c'est encore une fois une super question. Tu vois, on n'a pas du tout préparé Oui. du coup cette interview et je trouve ça génial cet échange. Ouais, effectivement. Alors la présence des femmes est toujours en nombre inférieur sur les ultra trails. Alors sur les trails, ça s'est vraiment démocratisé. C'est vrai que moi, quand je me suis mis à la course à pied il y a 10 ans, sur route, c'était assez mixte. Cependant, quand j'ai commencé à faire des trails, mes premiers trails, on était quand même très peu de femmes. Aujourd'hui, les trails de courte moyenne distance, il y a quand même beaucoup de femmes. Elles performent énormément, on performe énormément et ça c'est top. Cependant, c'est vrai qu'en ultra trail, je suis toujours impressionnée de me dire punaise, c'est vrai que on n'est quand même pas beaucoup. Sur la Diagonale des Fous, l'année dernière en 2023, donc alors j'ai pas les chiffres exacts en tête parce que j'ai pas du tout préparé cette question, mais je crois qu'on est à peu près 2700 sur le départ de la Diagonale des Fous et je crois qu'on est 250 ou 300 femmes maximum. Donc tu vois, le ratio, il est quand même complètement dingue, mais je pense qu'il y a plein de choses qui expliquent cela. Je pense que la première chose qui est compliquée, c'est que comme on disait en début d'interview, c'est que il faut beaucoup d'entraînement. L'ultra trail, c'est beaucoup d'heures à courir. C'est beaucoup d'endurance. C'est pas aller préparer un semi, un 10 km où on va faire des séances de fractionnés, où on peut s'entraîner 45 minutes, 1 heure et le taf pour la journée est fait. L'ultra trail, c'est devoir aller faire des week-end shocks, des fois un samedi 5 heures, un dimanche pendant 7 heures. Et quand on est une maman, quand on a des enfants, malheureusement, la place de la femme, alors bien évidemment, je fais pas une généralité, mais la place de la femme, des fois, c'est toujours un petit peu compliqué de se dire, chérie, ce week-end, je pars samedi 5 heures, dimanche 7 heures, tu gères les enfants, parce que moi, je dois aller courir. Et puis, la dernière chose aussi, et je pense que ce n'est pas des moindres, ça fait peur. Ça fait peur. Et puis, je ne pousse pas tout le monde à aller se mettre sur l'ultra trail. Moi, ce n'est pas ce que j'ai fait. J'ai fait les choses hyper step by step. Et autant je peux foncer tête baissée pour plein de trucs, autant ma pratique de l'ultra trail, c'est vraiment fait step by step. Est-ce que tu peux nous dire, avant d'arriver jusqu'au Grand Raid de la Réunion, quelle course tu as fait pour qu'on puisse savoir quand même, on ait cette idée de progressivité dans tes courses? Ouais, carrément. Alors, je vais essayer de te faire ça rapidement, mais parce que Oui. c'est quand même assez long. Alors, en gros, j'accouche de ma fille, je me mets à faire de la course à pied
pour perdre un petit peu de poids. Je cours 10 minutes autour de ma maison, je suis au bout de ma vie, j'ai besoin de me mettre un objectif. Je propose à mes copines de partir faire le semi-marathon de New York. À l'époque, c'est beaucoup plus facile. Je pars avec mes copines, c'est hyper funky, on s'éclate. Je fais une préparation de 6 mois pour faire ça. Alors à l'époque, il y a Strava, mais autant dire que, enfin, personne va sur Strava. Les gens refont pas de programme. Enfin voilà, on court au feeling. Mais je fais 4,53 de moyenne sur le semi de New York. À l'époque, en étant complètement novice il y a 10 ans. Et là, les gens me disent waouh, mais il y a du potentiel. Du potentiel, je savais même pas ce que ça voulait dire par rapport à la course à pied. Et donc du coup, je mets le doigt dans l'engrenage et je me mets sur le challenge en fait régional. À l'époque, je vivais dans le sud-est et donc c'est un challenge régional sur 6 mois. Il y a des courses quasiment tous les week-ends. Ça va du 10 km très rapide au semi-marathon en passant par le trail. Et pendant ces 6 mois, en fait, je fais juste des courses le week-end parce que ça m'éclate de faire des courses dans ma région. Et je suis toujours 1, 2, 3 sur le podium. Au bout de 6 mois, je gagne ce challenge régional. Donc, je finis première sur 880 femmes. Donc là, je comprends pas ce qui m'arrive. Je trouve ça complètement fou. Je m'y attendais pas. Et donc, du coup, naît vraiment cette passion pour la course à pied et le trail parce que dans ce challenge régional, j'ai l'opportunité, en fait, de faire de la route, du trail, du semi-marathon. L'année d'après, je refais un GRP, 80 km. J'enchaîne pas mal de courses, voilà, du 60, du 80 km. Je sais plus exactement les courses que j'ai faites parce que j'en ai fait quelques-unes. Et puis là, départ en vacances pour la Réunion pour rejoindre mon ami d'enfance à la Réunion. Et là, qu'est-ce qui se passe? On est après le Covid, on est en 2021. Il n'y a pas du tout de point pour se mettre sur une course du Grand Raid. Et là, on est en vacances. Je décide du coup, de faire une course au-delà de 80 km, vu que j'ai fait un GRP de 80 km. Je m'inscris sur le Trail de Bourbon, 110 km, 6005 de D+. Et là, catastrophe. Catastrophe. Je n'avais jamais couru sur les sentiers de la Réunion. Je n'étais jamais allée dans les sentiers de la Réunion. Je savais juste que c'était canon parce que j'allais très souvent à la Réunion, mais j'avais jamais fait de rando ni de sentier. Et là, ce fut très, très compliqué. Très, très compliqué parce que je ne savais pas ce qui m'attendait. Et moi, je crois que j'ai peut-être pleuré, pesté pendant 40 kilomètres. Mais bon, 40 kilomètres, ça équivaut peut-être à 8-10 heures. Donc, j'ai vécu un trail de Bourbon 2021 chaotique, vraiment très difficile. J'ai passé la ligne d'arrivée parce que je pense qu'en tant que moniteur top, prépa mentale, du coup, voilà, je sais moi-même m'induire des techniques pour arriver à aller jusqu'au bout de mes échéances. Mais je te promets, ça a été une catastrophe. Vraiment, j'ai vraiment souffert. Il faut que tu nous parles quand même de tes courses, de ces courses avec le Grand Raid de la Réunion, parce que c'est quand même un lien particulier pour toi. J'ai l'impression que j'ai vu dans tes yeux tout à l'heure quand tu nous en parlais que c'était quand même une course vraiment à part pour toi. Oui, alors j'ai 19 ans. Après un chagrin d'amour, je décide de quitter la métropole. Je pars à La Réunion pour y vivre avec ma valise et je découvre La Réunion. Je tombe amoureuse de La Réunion, mais complètement. Finalement, je n'y resterai que 3-4 mois, mais j'aurai toujours La Réunion dans mon cœur. Donc, je regarde toujours ce qui s'y fait. Je vois les courses du Grand Raid. J'y retourne une première fois en vacances. Et puis voilà, j'aime toujours autant cette île. Elle me fait vibrer. Ce volcan m'attire comme un aimant. Je m'y sens bien. Je m'y sens chez moi. Alors, je sais pas pourquoi, mais voilà, La Réunion. Donc, du coup, je m'inscris en 2021 parce qu'on part en vacances avec mon mari à La Réunion. Et donc, du coup, je choisis de m'inscrire pour la Bourbon sans connaître des sentiers, juste parce que j'aime La Réunion. Et ça se passe en catastrophe chaos. Bon, très, très compliqué. Et je me rends compte à ce moment que les courses ne sont pas toutes égales et qu'effectivement, aller courir un grand raid du GRP ou aller courir sur les traces de l'UTMB, c'est pas aller courir à l'île Maurice ou courir à La Réunion parce que les terrains sont quand même très sont pas du tout tracés, quoi. C'est vraiment puis les changements de température, de climat, les microclimats, c'est des choses aussi qu'il faut prendre en compte. Mais voilà, malgré le fait que je vive une course chaotique, franchement, je passais de la ligne d'arrivée, je mets la Bourbon fait 110 km, 6005 de dénivelé positif, je mets quasiment 38 heures, quoi.
D'accord. Enfin voilà, j'étais pas du tout prête pour ça. Voilà, j'étais quand même entraînée, j'avais fait des belles courses, j'avais fait des podiums, je me sentais bien, voilà, mais franchement, j'étais pas prête à ça. En fait, j'étais vraiment pas prête à ça. Et je me dis que plus jamais, en fait, plus jamais les sentiers de la Réunion, quoi. C'est pas possible. Sauf que voilà, la Réunion m'attire toujours autant. Et en fait, je décide, alors pas en 2022 parce que je suis vaccinée des Sentiers de la Réunion, mais 2023, je décide de m'inscrire pour le tirage au sort de la Diag et je suis prise. Waouh! Incroyable. Ah non, mais incroyable, complètement dingue, quoi. Je me dis, waouh! Donc, je dois faire mes courses de qualification pour la Diag. Donc, c'est 2 ultras. Donc assez compliqué parce que je suis déjà à Abu Dhabi. J'ai pas de course où je peux me qualifier ici parce que c'est des courses de minimum 85 km avec du D+. Donc du coup, je prends un dossard pour faire le GRV, Grand Raid du Ventoux, 120 km, 28 heures. Donc voilà, des temps qui me vont bien, c'est cool. Donc tu vois quand même le step, Ouais. on est sur GRV 128 km, je fais 28 heures. La Bourbon 110 km, donc 18 km de moins, 38 heures. Tu vois, pour voir la difficulté, parce que c'est important. Ouais. Et puis, je décide de me mettre au mois de juin sur l'ultramarin 100 km pour du coup bosser ma vitesse et courir sur 100 bornes. Peut-être contre toute attente, mais c'est pour ça que le mental a une place très importante dans la préparation des courses. Je fais la plus belle course de ma vie. Voilà, clairement, la Diagonale des Fous. Je fais la plus belle course de ma vie. Je fais une gestion où en fait, je prends mon ego. Tu vois, je le mets de côté. Le début d'année s'est très bien passé. J'ai fait plusieurs podiums. Je me suis classée. J'ai fait des super temps et des chronos. Là, la Diag, je sais pas ce qui m'attend. Je sais juste qu'en 2021, j'ai énormément souffert, alors qu'il y avait que 110 km et que là, il va en avoir 173. Et que il faut que je l'aborde différemment. Donc, du coup, je me prépare mentalement. Beaucoup. Presque que plus que physiquement, j'ai envie de dire, quoi. Parce que physiquement, j'avais de l'expérience, mais mentalement, j'avais déjà beaucoup souffert en 2021. Donc, je me prépare et je fais une diagonale des fous complètement dingue. Et tu arrives sur ce Trail du Bourbon 2024. Il va se passer bien d'un côté, mais peut-être pas comme tu l'aurais voulu. Voilà, je m'envole pour la Réunion. Je suis OK pour tout. Mon matos est full OK depuis le temps. L'expérience est là, donc c'est cool. Physiquement, je me sens hyper bien. Je suis hyper reposée. Je me sens préparée. Je sais, en fait, tu vois, comme je te disais en début de podcast, je savais que j'allais pas performer parce que je n'avais pas de montagne où m'entraîner, mais je savais que mentalement et physiquement, j'étais prête avec mon expérience. J'aurais pu faire mieux si tous les week-ends je vivais à la Réunion et que tous les week-ends j'étais dans les cirques à m'entraîner, tu vois, ou dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Mais en fait, je savais que avec mon expérience, je pouvais mentalement me dépasser et amener mon physique là où je voulais. Et là, en fait, pour ma Bourbon 2024, mon goal est de faire un chrono. Voilà, c'est vraiment de faire un chrono, de me dire bon ben voilà, t'as fait un chrono de 38 heures sur la première, c'est pas un beau chrono, enfin en tout cas moi c'est pas un chrono qui me parle. Là j'avais envie de me surpasser. Donc du coup je prends le départ de cette Bourbon. Alors franchement. Enfin voilà, j'ai été hyper bien entourée avec mes amis à La Réunion qui étaient là pour moi. Moi, je fais toujours mes courses toute seule, j'ai jamais d'assistance. Voilà, mon mari est à la maison, les enfants, enfin voilà, les amis qui peuvent pas forcément se déplacer quand tu es à l'étranger. Donc pas d'assistance, rien d'habitude. Et là, ben voilà, mes amis sont là. Mon amie avec qui je devais faire la course n'a pas été tirée au sort, donc elle me propose de me faire mon assistance. J'ai mes amis qui sont là, qui m'encouragent, donc enfin voilà, trop bien. Et donc, je prends le départ de cette course avec des super good vibes, malgré la météo. Voilà, moi, je suis acclimatée au soleil, à la chaleur, sauf qu'on se retrouve sous une Bourbon hyper humide et sous la pluie. Donc, très compliqué. Bref, je prends le départ de cette course et là, génial, hein, je prends le départ à Sillaos, j'adore Sillaos. Je suis montée le matin, je me suis reposée, tout est OK, les voyants sont ultra verts. Je prends un départ 7 km de route, départ hyper rapide, je suis dans mon élément, je passe 7 minutes sur mon chrono estimé, donc je suis trop contente. Je monte le col du Taibit, donc 4 km, 800 mètres de D+. Ben là, la Diag est là et les gens de la Diag vont pas très vite, donc c'est compliqué, faut doubler.
Bah voilà, j'aime pas trop faire ça non plus sur les single tracks, c'est embêtant. Mais bon voilà, j'arrive à passer sur les côtés, ça se passe bien. Je fais cette ascension du taille beat qui se monte hyper bien. Donc je te le fais en bref ma course parce que sinon on en a encore pour 1 heure parce que c'est quand même 110 kilomètres. Bref, tout se passe hyper bien, j'ai hyper confiance, sauf que peut-être trop confiance, tu vois. Mais c'est pas grave, tu vois, je perds pas, j'apprends. Les ravitaux, je traîne pas. Je m'arrête, je prends de l'eau dans mes flasques, clac, clac, je prends une dans ma cup, je prends un peu de soupe, je prends une banane et je trace. Je ne m'arrête jamais, sauf que je m'alimente au final très mal. On est en pleine nuit, il pleut, il fait très humide, c'est glissant. Mais je me sens bien, les sensations sont OK, j'enchaîne. Je suis hyper rapide sur mon chrono, plus que ce que j'espérais. Donc, je suis contente, les sensations sont bonnes. Je suis en flow, j'enchaîne. Ça monte, ça descend. Enfin, voilà, c'est technique, des passages d'eau, de la boue, ça glisse. Mais je gère bien. Bon, pleine d'états marins, je gère tellement bien que on passe sur des morceaux de bois avec du grillage. On est en pleine nuit, je vois pas une marche, mon pied s'en branche. Je tombe de tout mon corps, je tape les 2 genoux. Et là, bah, ça me rappelle que bah il faut rester lucide. Il faut rester lucide. Ouais. Donc voilà, j'ai un petit peu de temps à me remettre, je vois un petit peu les étoiles, c'est un peu compliqué, on est au 20e kilomètre, il m'en reste encore 80, 90. Donc bon ben voilà, je me remobilise, je passe la première nuit, elle me paraît hyper longue, mais hyper longue. L'humidité, le froid, la pluie, compliqué. Elle me paraît hyper longue, mais bon voilà, je sais qu'après les downs, il y a toujours des ups. Je sais que voilà, j'ai le mental, je suis capable. Voilà, je me remobilise, je passe des kilomètres les uns après les autres, et puis bah, voilà, lever de soleil dans ma fat. Donc pour ceux qui connaissent ma fat et le lever de soleil dans ma fat, pour moi c'est une des plus belles merveilles du monde. Hein. C'est waouh, c'est waouh, ce cirque immense où on est tout petit. Voilà, je pense à mes enfants, je pense à ma famille, je pense à mes amis, je pense à la chance que j'ai de reprendre ce 3e départ. Je pense surtout à la chance que j'ai d'être en santé. Parce que voilà, j'ai une de mes meilleures amies qui se bat contre un cancer. Donc, je pense à elle, je pense à tout ça. Et je me dis que, en fait, je peux pas me plaindre, en fait. J'ai trop de chance. Moi, j'ai envie de faire un chrono. Je suis une sportive. Je partage mon sport sur les réseaux et j'ai de la chance de pouvoir le faire. Parce que c'est pas le cas de tout le monde, en fait. Et il y en a qui aimeraient être à ma place et qui, malheureusement, ne peuvent pas l'être. Donc, du coup, je me remobilise, j'enchaîne les kilomètres, il fait beau, je discute avec les gens, je cours, je marche, je suis trop bien. Bon, et là, on arrive sur la vraie difficulté du parcours et la nouveauté du parcours de la Bourbon 2024, une première. On repasse par le Maïdo. Donc là, on est sur à peu près un peu moins de 12 kilomètres, 2000 mètres de dénivelé positif. Il fait chaud. Le soleil s'est un peu invité. Donc là, c'est super difficile. Voilà, 2000 mètres de dénivelé positif avec des marches. À La Réunion, il y a des marches, hein, mais il y a des marches qui font 20 centimètres, mais la plupart des marches, elles font 80 centimètres. Donc moi, je suis un mini pouce, hein, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, je le sais, j'ai fait la reco, je suis venue plusieurs fois. Voilà, le mental est là. Je me push à fond, je me sens bien, j'enchaîne les kilomètres. Je sais que c'est dur, mais c'est aussi ça que je suis venue chercher. Et là, on arrive sur la fin de la montée de l'ascension du Maïdo. Je me sens super bien, ça s'est bien passé. J'ai passé étape après étape. Et là, j'ai envie de m'effondrer, j'en peux plus, j'ai envie presque de pleurer. Et là, j'arrive, il y a une genre de porte en grillage, et là, mais des centaines de personnes. Mais c'est complètement dingue. Ils crient tous mon prénom. Mais moi, je suis là, je les remercie d'être là. Et en fait, il y a un échange qui se fait où eux m'encouragent en me disant que c'est énorme ce que je fais. Mais moi, je me dis, mais ces gens-là, ils sont venus exprès pour nous, pour encourager leur famille, leurs amis. Moi, ils me connaissent pas, ils sont tous là en train de crier mon prénom. Bah voilà, moi, je m'effondre en pleurs. Voilà. Je m'effondre en pleurs et c'est ouf, quoi. Alors, si tu nous autorises, parce que j'aimerais bien partager ce moment en vidéo parce que je l'ai vu. Moi, ça m'a touché. Hein. Ce moment où tu arrives au sommet du Maïdo, où il y a tous ces gens et on entend tes sanglots, mais Ah c'est oui. hyper touchant.
j'en reparle, j'ai les larmes qui me remontent parce que c'est ouf de se dire, tu vois, c'est ce que je te disais en amont, c'est un sport individuel, mais que je pratique en collectivité. Je ne cours pas toute seule. Je cours avec mon mari, je cours avec mes enfants, je cours avec mes amis, je cours avec ma famille, mais je cours avec ces gens que je ne connais pas. Et là, je suis sur j'arrive au Maïdo, il y a toutes ces personnes, et là, un visage familier, l'ami d'une amie qui est là, qui me reconnaît et qui me voit. Emma, mais pourquoi tu pleures? Tu t'es blessée, qu'est-ce qui se passe? Il me prend dans ses bras et je lui dis, mais non, mais je suis juste heureuse, en fait, je suis juste heureuse. Et c'est un moment où, tu vois, j'ai des frissons et où je me dis, mais waouh, quoi. Enfin, franchement, c'est des émotions, tu vois, c'est les émotions de la vie, l'ultra trail. C'est des up and down, c'est que ça. C'est des moments où tu es là, tu te dis, mais pourquoi je suis là? Mais pourquoi je fais ça? Je serais pas bien sur mon canapé à boire un verre avec mes amis? Et en fait, il y a des moments où tu dis, mais je sais ce que je suis venue chercher, en fait. Et c'est ces émotions-là, en fait, qui font complètement partie de l'ultra trail et qui nous font nous pousser, tu vois, au maximum et prendre ce départ. Et après cette ascension du Maïdo, du coup, bah, on a une descente de 17 kilomètres. Donc, sur le papier, c'est hyper facile, une descente de 10 kilomètres. Quand c'est la Réunion, une descente de 17 kilomètres, c'est très, très long. Je crois que j'ai dû peut-être mettre quasiment 3 heures. Oui, il y a 2002D-, c'est ça, derrière. Ouais, c'est 2002D-, exactement. Tu fais bien de le préciser. Ouais, donc, enfin, franchement, très compliqué. Enfin, non, pas très compliqué. C'est juste que ça glisse, il pleut. Je suis obligée de mettre mon sac plastique sur moi parce que sinon je suis trempée. Ça glisse, je manque de tomber plusieurs fois. Enfin, voilà. Je surfe sur les sentiers. Voilà, c'est long, mais je suis OK. Je prends du plaisir. Je j'ai pas besoin d'écouteurs, j'ai besoin de rien. Je prends du plaisir. Là, on arrive sur la route et là, on arrive avec ces Réunionnais qui sont là et c'est la fête de partout, dans les sentiers, dans les rues, dans chaque maison, dans chaque habitation. Mais j'ai envie de tous les prendre dans mes bras, de les serrer fort et leur dire oh, mais merci d'être là, quoi. Merci d'être là à toutes les heures du jour, de la nuit. Enfin, bref, ouf. Et là, en fait, je retrouve pour la première fois mon assistance. Donc, on est au 60e kilomètre. Et je suis très contente de les retrouver. C'est la première fois que je m'assois. Je suis à 20 heures de course, je pense. 20 heures de course à peu près. Et en fait, de les voir, en fait, ça m'a mis un petit coup au moral. Et en fait, le fait de ne pas avoir vraiment mangé, parce que je ne me suis pas alimentée comme il fallait sur la course, j'ai enchaîné tous ces kilomètres en ne m'arrêtant jamais au ravito, en mettant juste de l'eau dans mes flasques, en prenant une banane avec moi, une soupe à la main. Et en fait, voilà, l'erreur de débutante de la compétitrice qui se dit qu'elle a de l'expérience et qu'elle peut enchaîner les kilomètres sans vraiment se poser et s'alimenter. Et en fait, je vais prendre un coup de bambou. Voilà, je vais prendre un coup de bambou, celui que j'attendais pas, celui que je ne pensais pas avoir, celui que je n'ai pas eu pendant la diag, parce que là, je m'étais alimentée. J'avais pris le temps de me poser, de m'alimenter, de manger. Donc voilà, je vais faire une erreur de débutante qui va me coûter le reste de ma course. Parce que du 70e kilomètre jusqu'au 105e, 110e kilomètre, la ligne d'arrivée, j'arriverai jamais à me remobiliser. J'arriverai jamais à, à reprendre cette énergie, à être bien dans mes baskets. Donc, je vais enchaîner les kilomètres. Une amie va m'accompagner quelques kilomètres à la fin, essayer de me remobiliser, mais mon corps n'a plus d'énergie. C'est comme avoir une voiture. Quand on met pas l'essence qu'il faut dedans, elle avance pas. Elle peut avoir un super moteur, mais elle avance pas. Je dis pas que j'ai un super moteur. Je dis que je suis en condition physique et que normalement, je suis censée avancer. Sauf que là, voilà, je fais une erreur de débutante qui est très compliquée parce que je vais me pousser à fond dans le mental grâce voilà, aux techniques d'optimisation du potentiel. Je vais arriver à mobiliser, à me toucher, mais c'est difficile parce que ce Bourbon est compliqué, parce que il pleut, parce que quand on fait l'ascension du Colorado, ceux qui connaissent, le Colorado, c'est la dernière bosse qu'on a tous à la Diagonale des Fous, la Mascarène, toutes les courses passent par le Colorado. C'est un paysage très atypique à La Réunion. En fait, c'est une colline qui est rouge un peu comme dans le Colorado en fait. Et ça fait comme des ravines en terre de glaise. Sauf que quand c'est sec, c'est sec, ça glisse un peu. Mais quand c'est mouillé, c'est que de la terre en glaise. Et dès qu'on met un pas, il y a deux pieds qui descendent en fait. C'est un pas en avant et deux pas en arrière. Et donc ça me prend une énergie
complètement dingue, mais vraiment complètement dingue. Je sais pas combien de temps je vais mettre pour faire cette ascension, mais ça me coûte vraiment en termes d'énergie. Mais voilà, j'essaye de me remobiliser, mais voilà, c'est compliqué. J'ai pas l'énergie parce que je ne mange pas. J'arrive en haut du Colorado, dernier ravitaillement. Je croise une copine, ça me fait plaisir. Je sais qu'il reste 4,5 km. Je pense à mes amis, il est 4h30 du matin. J'ai 2 copains qui dorment dans leur voiture pour m'attendre, pour être là pour mon arrivée. C'est complètement dingue. Ils sont dans leur voiture en train de dormir pour m'attendre, quoi. Enfin, mais waouh, quoi. Enfin, c'est humain, c'est énorme de partager ça, quoi. Donc, du coup, bah voilà, la dernière descente, je la vivrai super bien sur les traces de ma diag. Je me remobiliserai en repensant à ce que j'ai fait, ce que j'ai ressenti. Enfin voilà, je passe cette ligne d'arrivée, j'arrive à la Redoute et je suis épuisée. Je suis épuisée parce que mon corps il a besoin d'énergie, mais à la fois je suis hyper fière parce que je regarde mon chrono et je passe cette ligne d'arrivée en 31h25. J'ai énormément d'émotions parce que je suis arrivée à me dépasser, je suis arrivée à faire tellement d'heures, 6h30 de moins qu'en 2021. C'est Donc énorme. c'est complètement dingue, quoi. C'est Six heures énorme. trente de moins, quoi. 6h30, énorme. Énorme. Et tu finis ta troisième course du Grand Raid de la Réunion, tu as 40 ans. Mm. Euh, et après, qu'est-ce qu'on fait, hein? J'aime bien ton interview parce que tu m'as préparé à aucune Ben question. oui, c'est pour ça. Mais heureusement que je me suis. Alors, tu vois, je suis quelqu'un d'assez organisé, je suis quelqu'un de très passionné, et je pense que tant que j'aurai la passion, en fait, tant que ce sport me fera vibrer, en fait, j'aurai toujours quelque chose après. Alors, je me suis beaucoup posé la question parce que beaucoup de monde me demande l'UTMB. Alors, moi, j'ai pas envie trop de rentrer dans ce débat-là. L'UTMB aujourd'hui, c'est pas une course qui me fait rêver. Donc, j'ai pas envie de le faire. Voilà, j'ai déjà fait la distance sur la Diag. Aujourd'hui, l'UTMB, voilà, pour plein de raisons, me donne pas vraiment envie. Peut-être un jour, je dis pas jamais. Mais c'est vrai qu'avoir fait la Diag, je suis pas dans l'escalade de la violence, tu vois. J'ai pas envie aujourd'hui d'aller sur un tort des géants, un tort des glaciers. Je suis pas. Pourtant, j'aime bien me pousser, aller au-delà et tout, mais c'est pas ce que j'ai envie en fait. Euh, j'ai passé 40 ans, je suis jeune, hein. Euh, Je te je confirme. m'auto-convainc, Je te je confirme. Tu es m'auto-convainc de me dire très ça, jeune par hein, parce rapport à que moi. non mais je m'auto-convainc. Les gens qui me connaissent sauront pourquoi je dis ça, c'est parce Ouais. que à l'approche de mes 40 ans, j'étais un peu terrifiée. Et en fait, j'adore les ultras. Cependant, encore une fois, c'est personnel, d'accord? C'est vraiment ce que je vais te dire, c'est vraiment personnel. Ça m'impacte que moi. Pour moi, j'ai besoin à aujourd'hui, de pratiquer un sport santé. Voilà, à pratiquer un sport santé. Et pour moi, l'ultra trail, c'est pas toujours du sport santé. Tout dépend comment on le pratique. Et on peut le pratiquer dans de très bonnes façons. Mais quand on fait une diagonale des fous et qu'on dort pas pendant 3 jours, ton corps, tu tapes dedans. Et c'est pas quelque chose qui est très bon. De le faire une fois de temps en temps, c'est pas quelque chose qui va te mettre en danger. Mais c'est quand même quelque chose qui, quand tu fais des ultras, tu fais 1, 2, 3 ultras par an, c'est pas quelque chose qui est, voilà, c'est pas quelque chose sur la santé qui va être super bon à terme. Donc, à aujourd'hui, je vais réécouter ce podcast dans quelques mois, je me dirai pourquoi tu as dit ça. À aujourd'hui, en fait, j'ai un objectif. Parce que, alors, moi, avec les courses, que ça soit des trails ou des courses de route, j'ai voyagé. J'ai rencontré plein de monde. J'ai rencontré 2 super amis. Tu vois, j'ai vraiment, la course à pied et le trail, ça m'a vraiment fait découvrir et voyager et rencontrer des gens exceptionnels. Donc, à aujourd'hui, ce que j'aimerais, j'ai fait ma do list de mes courses qui me feraient rêver. Et c'est pas forcément des courses les plus dures, en fait. Ce que je cherche, c'est pas me mettre dans le mal. C'est juste de faire des courses qui vont me faire rêver, qui vont être de partout dans le monde. Oui, c'est pas très écologique, je suis d'accord, mais je vis aux Émirats Arabes Unis et malheureusement, les courses autour de chez moi sont dans des malls. Donc, je vais pas jouer la carte écologie, mais en tout cas, la carte passion.
si tu me poses la question par rapport à ce que j'ai envie, ben en fait, j'ai fait une do-list avec une douzaine de courses, entre 10 et 15 courses qui me font rêver et que j'ai envie de cocher en fait. Et j'ai envie de vous faire voyager à travers mes réseaux parce que il y a des gens qui n'ont pas la chance de pouvoir voyager pour plein de raisons, que ça soit financière, que ça soit familiale, que ça soit professionnelle. Et moi, j'ai la chance de pouvoir le faire. Et je me dis, bah, j'ai envie de faire voyager ces gens-là, j'ai envie de les amener avec moi à travers mes réseaux. J'ai envie, moi, de montrer à mes enfants que c'est possible, que quand on a envie et qu'on se donne les moyens, on peut. Donc, je vais pas faire beaucoup de courses par an parce que, voilà, pour plein de raisons, je peux pas voyager non plus tous les mois. Mais j'aimerais, voilà, faire 2 ou 3 courses par an qui sont un peu atypiques, qu'on voit pas forcément sur les réseaux et qui vont vous faire découvrir certaines distances, pas des longues distances, des distances entre le marathon et le 80 km, mais des courses en fait voilà, qui sont pas forcément des courses au calendrier de Monsieur Tout-le-Monde, mais des courses qui sont complètement ouf. Voilà, en Nouvelle-Zélande, enfin voilà, en Californie, en Chine, voilà, des courses un peu ouf et des courses un peu plus côté Europe aussi. Ouais. Mais on a vraiment hâte de découvrir ça à travers tes réseaux. Je voulais revenir avec toi sur quelque chose de très particulier, très intéressant, puisque tu en as parlé sur cette course et sur cette technique que tu as utilisée pour pouvoir arriver au bout du trail du Bourbon. C'est les tops. Donc, est-ce que tu pourrais déjà nous dire ce que c'est et en quoi ça consiste? Bien sûr. Donc, les tops, c'est des techniques d'optimisation du potentiel. Donc, moi, je suis moniteur top depuis 10 ans maintenant, commence à faire. Donc, du coup, je me suis formée au sein de l'armée de l'air, euh, au centre, donc à Clairefontaine, le centre des sportifs de haut niveau des armées. Et voilà, en fait, en gros, les techniques d'optimisation du potentiel ont été mises en place après la guerre du Golfe, notamment par le docteur Edith Perrault-Pierre. En fait, c'est le but étant de créer un sas en fait de décompression pour nos militaires qui reviennent en fait de missions compliquées. Voilà. On n'est pas du tout médecin, hein, on n'est pas du tout psychologue, on est des militaires qui sont formés à travers plusieurs techniques diverses et variées à arriver à plus ou moins détecter en fait les retours de missions compliquées de nos militaires, quels qu'ils soient, armée de l'air, armée de terre, marine. Et aujourd'hui, en fait, c'est vrai que les techniques d'optimisation du potentiel sont transférables sur plein de domaines. En fait, en gros, les techniques d'optimisation du potentiel, quand on est moniteur comme moi, c'est comme si on avait une boîte à outils avec divers outils divers et variés. Hein. Seb, tu connais bien toi aussi le sujet. Donc voilà, à base de PNL, donc programmation neurolinguistique, de sophrologie, de visualisation, de verbalisation positive. Parfois aussi, on peut utiliser des techniques d'hypnose, de respiration. La respiration, pour moi, c'est vraiment la base et vraiment le bas de la pyramide. Mais voilà. En fait, suivant l'objectif recherché, on peut utiliser divers outils. On peut utiliser le signal qui peut nous permettre soit de nous dynamiser si on en a besoin avant une course, ou soit justement arriver à gérer peut-être un stress. Mais typiquement, toutes ces techniques sont... Voilà, moi, c'est vrai que j'ai été formée au sein des armées, mais c'est des techniques qui sont transférables à tout le monde, à la mère de famille, aux enfants. Moi, j'ai toujours utilisé les techniques d'optimisation du potentiel sur mes 2 enfants. Et d'ailleurs, je disais toujours, c'était mon petit laboratoire quand j'étais en formation parce que mon fils Kylian avait 7-8 ans à l'époque quand j'ai été formée et je l'aidais à s'endormir grâce au top en fait. Et ça a toujours bien marché. Et c'est vrai qu'à l'époque, mes enfants, Kylian me disait, Maman, tu peux nous faire une séance de top le soir? Parce que ça leur permettait vraiment de s'apaiser. Et typiquement, moi, j'utilise les tops dans mon quotidien pour aider justement à me dynamiser, à gérer mon stress ou mentalement à me dépasser grâce à divers outils divers et variés. Et donc, c'est transposable dans le sport. Bien évidemment. Ouais. C'est transposable dans tous les domaines. Quand j'étais à Djibouti, donc j'ai vécu 3 ans donc du coup en Afrique et j'ai amené ça en Afrique et j'ai travaillé avec des personnes qui étaient
pas du tout dans le sport. Alors, on s'est rencontrés grâce au sport parce que j'étais leur coach sportif et que je leur ai remis le pied à l'étrier pour des séances de sport. Alors, pas forcément en course à pied, mais en remise en forme. Mais typiquement, c'est des gens qui avaient des grosses responsabilités dans leur quotidien, dans tous les domaines qui soient, sans rentrer dans les détails. Et c'est alors, je leur ai fait découvrir les séances de top après mes séances de sport. On n'a pas besoin d'une heure pour faire une séance de top, hein. 5 minutes, 10 minutes, enfin, quand on peut, on n'a pas besoin de s'allonger, on peut rester sur une chaise, enfin, et ces personnes-là, je leur ai fait découvrir les séances de top, et en fait, elles se sont rendues compte qu'il y a beaucoup de stigmates dans notre vie qui sont ultra énergivores, et que simplement en arrivant à conscientiser certaines choses, on arrive à déverrouiller plein de choses, et on arrive à passer au-dessus de certaines croyances limitantes. En tout cas, je te remercie Emma d'être passée sur Dimanche Running. Merci beaucoup Seb pour ton invitation, et c'était très agréable d'échanger avec toi, deux passionnés dans le domaine. Je pense qu'on aurait pu échanger pendant 3-4 heures. Donc, merci beaucoup en tout cas de ton invitation. Ça m'a beaucoup touchée. Merci beaucoup Emma. Et puis, je te dis à bientôt. À bientôt, bonne journée. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, je vous remercie. Si vous voulez retrouver l'intégralité de l'interview d'Emma, vous la retrouvez sur les plateformes audio comme Spotify, Apple Podcasts et plein d'autres. Si vous voulez suivre toutes les futures aventures d'Emma, je vous invite à vous abonner sur le compte Instagram Run by Emma. Je vous mets en description le lien. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à partager, à commenter, à laisser un petit commentaire notamment à Emma pour vous dire est-ce qu'elle vous a inspiré à faire des courses comme le Grand Raid de La Réunion. De nouvelles vidéos vont arriver prochainement sur la chaîne. C'est la raison pour laquelle je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour être averti de la sortie justement de ces prochaines vidéos. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo qui fait la vie maintenant, car plus tard, il sera trop tard. Le running est une fête. Ciao!